15 heures sur Télé Djibouti, bonjour et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres. Fin de la visite du président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo, une visite qui a duré 48 heures et durant laquelle il a rencontré les hautes autorités du pays. Et en Irak, le Kurdistan propose à Bagdad de geler les résultats du référendum d'indépendance. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo a quitté ce matin la capitale après une visite de travail de 48 heures à Djibouti. Cette visite a été essentiellement consacrée donc aux problèmes sécuritaires en Somalie afin d'annihiler une éventuelle recrudescence des actions terroristes du mouvement islamiste Al-Shabaab et ce, peu après le terrible attentat survenu le 14 octobre dernier à Mogadiscio et qui a fait près de 358 morts, une cinquantaine de disparus et près de 300 blessés. Le président Farmajo a eu une série d'entretiens avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et les autorités politiques. Le président somalien a entrepris donc une tournée régionale des pays membres de l'IGAD et qui ont engagé donc des troupes au sein de l'AMISOM, la force africaine de maintien de la paix, pour sécuriser et stabiliser la situation en Somalie. Cette force agit sous mandat des Nations Unies. Elle contribue à la renaissance des institutions de l'État somalien à travers notamment le renforcement des services de sécurité et la formation des forces de police et de l'armée. Et peu avant son départ de Djibouti, le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a accordé donc une interview à un journaliste du service Somalie de la radio-télévision de Djibouti. Le président Farmajo a ainsi remercié le président Guelleh pour son accueil. Il a rappelé les efforts colossaux que la République de Djibouti fournit donc pour soutenir leurs frères et sœurs somaliens. Djibouti est toujours resté à l'écoute du peuple somalien, a-t-il souligné. L'envoi d'une équipe médicale peu après le terrible attentat du 14 octobre dernier en est la parfaite illustration, a-t-il poursuivi. Les blessés nécessitant des soins intensifs ont été évacués vers Djibouti autant que vers la Turquie, le Soudan et le Kenya. Beaucoup de pays donc ont exprimé leur solidarité envers le peuple somalien, mais peu ont agi, a-t-il poursuivi. Il a enfin rendu un hommage appuyé à l'endroit du président Guelleh qui ne ménage aucun effort pour soutenir le peuple somalien. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé ce matin au grade de chevalier de l'ordre du 27 juin M. Izzuddin Sharafali, consul honoraire de la Malaisie à Djibouti, propriétaire du restaurant Le Santal et également directeur d'une société d'import-export. Ces distinctions lui ont été remises pour les louables services rendus à la nation depuis des décennies. L'heureux récipiendaire est un Djiboutien d'origine indienne. Il est actif dans plusieurs secteurs économiques et emploie plus d'une trentaine de personnes. Il est en outre connu pour sa charité et très grande générosité envers les personnes les plus démunies. M. Izzuddin a beaucoup travaillé donc pour promouvoir les relations de Djibouti et de l'Inde d'une part et de Djibouti et de la Malaisie d'autre part. Il a ainsi œuvré pour l'octroi de bourses aux étudiants djiboutiens qui poursuivent leur cursus universitaire en Inde ou en Malaisie. Le Premier ministre a adressé ses vives félicitations à l'heureux récipiendaire. Il a souligné que cette distinction est amplement méritée. Et selon le Premier ministre, cette distinction honore toute personne qui est activement engagée pour soutenir le développement du pays. Les hommes qui travaillent méritent notre reconnaissance, a-t-il conclu. Le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Kherré, a pris part à la cérémonie de remise de la distinction. Santé à présent, consultation nationale sur la santé au Palais du Peuple. Après avoir bouclé son périple dans les 5 régions de l'intérieur, dans le cadre de la concertation nationale sur la santé, le ministre de la Santé, donc, Dr Jamal El-Moukiye, s'est tourné donc vers la société civile des communes de Boulaos et de Razdika. Asma Boubaker est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour Asma. Donc le ministre a voulu ainsi associer Asma à son projet de large concertation les populations des divers quartiers des 2 communes de Boulaos et de Razdika. Effectivement, c'est dans la salle de réunion du Palais du Peuple que s'est tenue donc une conférence débat entre le ministre de la Santé et des représentants de la société civile, des habitants de la capitale, accompagné de la secrétaire d'État en charge des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et d'une forte délégation des cadres du département de la santé. Le ministre donc, de la Santé, Dr Jamal El-Moukiye, a été accueilli au perron du Palais du Peuple par la maire de Djibouti, Fatouma Awaleh, le président de la commune de Boulaos, ainsi que le président de la commune de Razdika, M. Ibrahim
Saïd Abadoul. En rejoignant donc une salle de conférence archi-comblée, le ministre et sa délégation ont été reçus en grande pompe sous les acclamations par plusieurs centaines d'hommes et de femmes, d'élus locaux, de représentants du comité des quartiers ou encore des leaders d'associations à base communautaire. Tous donc ont été conviés à prendre part aux discussions qui sont programmées sur la thématique donc de la santé, et ce en tant que représentants de la société civile des communes de Blaas et de Razika. Tout comme dans les régions de l'intérieur, les représentants de la société civile n'ont pas donc dérogé à la règle puisqu'ils se sont largement exprimés et ont posé une multitude de questions. Lors donc d'un exposé à l'occasion de cette rencontre, le ministre de la Santé, le docteur Mohamed Ousmane, donc c'est un docteur pneumologue, il a parlé donc des nouvelles acquisitions et les avancées entreprises par le centre anti-tuberculo, docteur Shakib, dans la lutte contre la tuberculose ici à Djibouti. Eh bien, le pneumologue djiboutien a mis en exergue les différents investissements consentis par le gouvernement afin d'améliorer la capacité du plateau technique et de rehausser donc les compétences en ressources humaines dans ce centre. Le débat qui s'en est donc suivi a permis à plusieurs intervenants de poser leurs questions directement au ministre de la Santé. Ainsi, à tour de rôle, les intervenants ont évoqué donc des thèmes aussi divers que variés, tels que le rôle de la communauté dans le système de santé, la disponibilité des médicaments, l'accès aux soins spécialisés ou encore la généralisation de l'assurance maladie universelle. Répondant donc à chacune des questions qui lui ont été posées, le ministre de la Santé a salué la maturité d'une société civile consciencieuse de l'intérêt général qui se traduit à travers toutes ces sollicitations légitimes. Eh bien, le ministre de la Santé a répondu à toutes les interrogations dans un langage donc franc et sincère, en donnant des éclaircissements nécessaires pour expliquer clairement les contours de l'action gouvernementale en matière de santé. Le ministre a donc par ailleurs pris bonne note de toutes les doléances et des propositions exprimées par les intervenants. Il les a assurés que leurs contributions seront partie intégrante des grands axes du prochain plan de développement sanitaire qu'entend mettre en place le ministère de la Santé pour les années à venir. Merci Asma pour toutes ces explications. Et dans leurs interventions, le président de la commune de Boulaos, Mohamed Omar, et la maire de la ville de Djibouti ont vivement félicité le ministre de la Santé pour ce bel exemple de démocratie qui consiste donc à associer et à impliquer la population récipiendaire dans la conception et dans le suivi de la mise en œuvre de la politique sanitaire de leur commune. Monsieur Mohamed Omar, donc président de la commune de Boulaos, a également déclaré qu'il s'agissait là de poser les jalons indispensables pour une collaboration fructueuse et une meilleure entente entre l'administration et les administrés. Et pour sa part, la maire de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a rappelé donc les thèmes du débat tout en demandant explicitement aux intervenants de participer activement au débat. Et selon elle, un tel débat inclusif permet une large participation citoyenne et une réflexion approfondie sur la politique sociale et les priorités en matière de santé. Et pour sa part, la secrétaire d'État à la solidarité et aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, a souligné que son département se tenait aux côtés du ministère de la Santé pour l'appuyer dans la mise en œuvre des recommandations retenues à l'issue de cette conférence débat. La secrétaire d'État a indiqué que cette stratégie d'échange et de consensus émane des directives du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui demande en tout temps d'impliquer constamment les citoyens dans toutes les étapes du processus d'élaboration de la politique gouvernementale. Et clôturons la série des interventions, le ministre de la Santé, Dr Djamel, qui a remercié l'assistance pour cette démonstration civique qui s'exprime à travers une grande et massive mobilisation. Il a également remercié les représentants des deux communes de Boulaos et de Razdika pour leur accueil enthousiaste et chaleureux. Le ministre de la Santé a également souligné que cette stratégie d'implication citoyenne constitue un vivier inestimable de propositions et de contributions d'idées sur lesquelles s'appuiera nécessairement le département de la Santé afin de renforcer et de moderniser le système sanitaire de notre pays pour qu'il soit plus performant, plus accessible et plus équitable. Le ministre a par ailleurs exhorté la société civile à jouer pleinement son rôle en vue d'accompagner la politique gouvernementale dans les domaines essentiels tels que la santé notamment.
Et sous la houlette du doyen Ali Abdi Farah et du docteur Jamal El Mouki, une importante délégation des membres du comité exécutif du parti RPP se rendus donc à l'annexe du quartier 7 en vue de rencontrer les membres des comités de 8 annexes qui se trouvent au niveau de la commune de Boulaos et de Razdika. En effet, la délégation était composée du doyen Ali Abdi Farah, du secrétaire national en charge de la société civile, Dr Jamal Elmi, de M. Jamal Dabbar, de Mme Khadira Ali et Safia Elmi. Cette importante réunion entre les hauts cadres du parti a rassemblé pas moins de 200 personnes, soit tous les membres des 8 comités des annexes du RPP dans les communes de Razdika et de Boulaos. Le but principal de cette rencontre s'inscrit dans la tradition du parti en vue de promouvoir le dialogue et les échanges. Des informations sont ainsi partagées, ce qui pérennise un dialogue interne et serein entre les instances dirigeantes du parti et la base. Et dans leurs interventions, les présidents des annexes RPP ont présenté les activités menées dans leurs zones d'influence respectives en mettant en exergue les points forts mais également les points à améliorer. Par ailleurs, le doyen Ali Abdi Farah a indiqué que ces consultations périodiques entre la base et les responsables du parti RPP sont le moteur du mouvement politique. Selon lui, le RPP compte sur ce vivier d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, et mérite amplement son titre de première formation politique du pays. Toujours en nouvelle nationale, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a reçu ce matin dans son cabinet M. Eric Weber, responsable des centres de lecture et d'animation culturelle CLAC. Un projet pilote pour la mise en place des programmes de lecture sera prochainement lancé. Fidèle à son franc-parler, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements à M. Eric Weber avant de souligner que le projet CLAC permettra donc à beaucoup de jeunes, tant au niveau de la capitale que des régions, d'avoir accès aux livres et bien sûr et de s'épanouir intellectuellement. Dans une phase de finalisation, on parle d'une ouverture, vais-je dire, au public dans les semaines, voire dans les mois, voire dans les semaines qui suivent. Et avant de poursuivre cette édition, nous allons retrouver tout de suite l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaeddine Saïd Bamahrama, a été reçu par le docteur Abdelatif Azayani, secrétaire général du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, dans son bureau au siège du secrétariat général à Riyad. Les deux responsables donc ont discuté des excellentes relations qui existent entre Djibouti et les États du Golfe dans plusieurs domaines. Le secrétaire général a exprimé sa reconnaissance à la politique sage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La situation politique et sécuritaire de la région a été parmi les sujets de discussion entre les deux responsables. Le ministre délégué chargé de la décentralisation a tenu donc à Addis Abeba une importante réunion de travail qui a vu la participation des dirigeants de l'exécutif de l'Assemblée du Conseil régionaux, des responsables des services déconcentrés de l'État ainsi que ceux de la société civile. Au cours de cette réunion, qui s'inscrit donc dans la continuité de celle organisée à Daï le 27 août dernier, ont été passées au crible des thématiques comme le renforcement des services déconcentrés de l'État, aux moyens humains, financiers et matériels, des conditions de la mise à disposition de ceux-ci au service des collectivités territoriales et des transferts des compétences. Rester donc sans effet à l'exception du service d'État civil et discuter également du contenu du Code général des collectivités territoriales en voie donc de finalisation qui traite de l'organisation, des attributions, de la mission, du fonctionnement et des aspects financiers des collectivités territoriales. Les représentants des conseils régionaux ont saisi cette opportunité pour formuler à l'adresse du gouvernement leur souhait de se voir donc impliqués davantage dans le processus de la décentralisation. Et enfin, à l'issue de cette réunion fructueuse, le secrétaire général du ministère de la décentralisation a affirmé avoir pris bonne note des observations et des suggestions des participants en vue de les soumettre à l'appréciation de la commission de réflexion et de renforcement du processus de décentralisation. De la poursuite du programme de la décentralisation qui a été relancé voici une année. Et de là, donc, nous passons à l'actualité régionale, notamment au Kenya avec Asma Aboubakar. Donc, Asma, l'opposition donc a lancé le mot d'ordre de boycott après le retrait du leader de l'opposition Raila Odinga, une présidentielle donc à haut risque qui va se dérouler demain au Kenya. Oui, le climat est explosif dans le pays. À 24 heures d'une présidentielle boycottée par l'opposition, des partisans de l'opposition Raila Odinga ont encore investi hier encore les rues de Nairobi avant d'être dispersés par la police. Ils manifestaient contre la volonté du président sortant, Uhuru Kenyatta, à vouloir maintenir le scrutin de demain, malgré les doutes récemment émis sur sa crédibilité. Il a de gros problèmes avec la commission électorale indépendante et ils n'ont toujours pas été résolus. Je suis un citoyen du Kenya, je veux voter au Kenya, râle donc un manifestant dans les rues de la capitale. Lundi soir, des millions de bulletins de vote sont arrivés à l'aéroport de Nairobi depuis Dubaï. Difficile de savoir, Ahmed, combien de noms les bulletins contiendront jeudi, donc demain, dans les bureaux de vote, autres que celui de Kenyatta, dont la réélection cet été a été invalidée par la Cour suprême par des fraudes, une première sur le continent africain. Son grand rival Raila Odinga a annoncé qu'il ne participerait pas au scrutin du 26 octobre, faute d'avoir obtenu une réforme de la commission électorale. Merci Yasma pour cette analyse. En nouvelle du monde à présent, le Kurdistan propose à Bagdad donc de geler les résultats du référendum d'indépendance. Un mois donc après le référendum d'indépendance ayant créé donc une crise sans précédent avec Bagdad, le Kurdistan a proposé de geler les résultats qui avaient donné le oui largement gagnant. Pour nous en dire plus, donc Mohamed Abdelrahman est avec nous sur ce plateau. Bonjour Mohamed. Bonjour Ahmed. Alors quelle est la situation sur place? Donc comme tu viens de le dire, un mois après le référendum d'indépendance ayant créé une crise sans précédent avec Bagdad, le Kurdistan a proposé de geler les résultats qui avaient donné le oui largement gagnant.
C'est un geste fort pour tenter de désamorcer l'escalade de violence plutôt donc avec Bagdad. La région autonome du Kurdistan irakien a proposé le mercredi 25 octobre de geler les résultats de ce référendum d'indépendance à l'origine d'une crise majeure avec les autorités centrales. Comme préalable à tout dialogue, l'Irak réclame l'annulation des résultats de cette consultation qui s'est tenue le 25 septembre où le oui a remporté. En mesure donc de rétorsion, Bagdad s'est emparé de larges pans de territoire que les forces kurdes avaient incaparé plutôt donc au fil des ans au-delà des frontières de la région autonome. Dans le communiqué, le gouvernement du Kurdistan dit proposer au gouvernement et à l'opinion irakienne le gel des résultats du référendum et le début d'un dialogue ouvert entre le gouvernement du Kurdistan et le gouvernement central sur la base de la Constitution. Le texte donc en 3 points proposait également un cessez-le-feu immédiat et un arrêt des opérations militaires du Kurdistan. Et de là, nous passons donc en Chine, où le Parti communiste chinois révèle donc son bureau politique et confirme Xi Jinping. Bien évidemment, le président Xi Jinping a formellement obtenu mercredi un deuxième mandat de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois. Le nom des 6 autres membres du comité permanent du bureau politique ont également été dévoilés. Mercredi 25 octobre, Xi Jinping a obtenu sans surprise un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Parti communiste chinois. Avant la clôture de son 19e congrès à Pékin, le parti a dévoilé les noms des 6 membres qui l'accompagneront au sein du comité permanent du bureau politique, principale instance dirigeante du pays. Outre le chef d'État, le seul Premier ministre conserve son siège donc au comité permanent du bureau. Parmi les nouveaux membres figurent 3 prochains chefs d'État, le directeur du cabinet, le directeur du département de l'organisation et le directeur du centre de recherche en politique publique du comité central de Wang Yuning. Ils siégeront donc aux côtés du vice-premier ministre Wang Yang, représentant une faction rivale, et du chef du parti. S'adressant à la presse entouré des 6 collègues, Xi Jinping a remercié le comité central de lui avoir offert un nouveau mandat. Merci Mohamed pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.